Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Cinéwatch, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Cinéwatch sur les antennes de Watch TV. On va passer une petite heure à parler cinéma, à parler de l'actualité des sorties. On va un petit peu revenir également sur les sorties de la semaine dernière, parce qu'on n'était pas là la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission, donc on va quand même vous dire quelques mots des films qui sont toujours en salle et peut-être éventuellement nos coups de cœur de la semaine dernière. Voilà, donc on va attaquer tout de suite en commençant par les invités, parce qu'une émission de Cinéwatch sans invité, c'est pas une émission de Cinéwatch, c'est que ciné ou que watch, c'est pas la totale. Pierre Siclier. Oui. Ça me fait plaisir que tu sois de retour. Pareil, parce que ça faisait longtemps. Mais c'est vrai. J'aime me faire un peu désirer, du coup. Bah oui, depuis que tu t'es exilé au soleil, ne disons rien. Je suis loin maintenant. Mais je reviens juste pour Cinéwatch. Ah, ça c'est beau. Et ça c'est beau. Et Julien Dugois, bon bah toi, avoir à lire, on a l'habitude. Ouais, voilà. Je suis resté sous la pluie, moi, donc je viens ici. Mais en fait, on m'a murmuré, c'est notre réalisateur Benjamin qui me disait ça, on envisageait le couloir qui amène au studio de le rebaptiser Allez Julien Dugois, parce que mine de rien, tu le fréquentes beaucoup. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, hein. Ouais, détends-toi, il y aura pas les danseuses brésiliennes sur ton chemin quand t'arrives et tout, hein. On laisse ça à TF1. Du coup, moi non, on nomme rien à mon nom. Si, mais encore quelques passages et une chaise. Voilà, une chaise, c'est comme les cinéastes. Voilà. Tu vois, comme les cinéastes, tu vois. Ça je veux bien. Ah, voilà, ça fait un peu classe, quoi. Bon, on va un petit peu parler des films qui sont sortis la semaine dernière, puisque nous étions pas là, on s'en excuse. Il y a eu de belles sorties la semaine dernière, il y a eu aussi de grosses sorties la semaine dernière. Le premier film que je voulais évoquer, qui est toujours à l'affiche, c'est un film fantastique brésilien qui s'appelle Les Bonnes Manières, co-réalisé par Marco Dutra et Juliana Rojas. Voilà, petit film donc fantastique brésilien qui est absolument magnifique. Je sais pas si toi t'avais aimé aussi. Je l'ai vu et c'est vrai que j'ai bien apprécié. Ouais. Ah, c'est très très beau. Un beau. petit film qui utilise intelligemment le fantastique pour parler de faits de société, en fait. En fait, le film, c'est comment la bestialité des humains va complètement exacerber et détruire toutes les normes sociales. Et c'est ça que je trouve intéressant, quoi. L'usage du fantastique, pour une fois, c'est pas juste un artifice. C'est pas juste gratuit. Ouais, voilà. Ouais, puis voilà, en plus l'affiche est absolument magnifique. Donc comme on le voit sur l'affiche, c'est un film qui parle de loup-garou, qui revisite le thème du loup-garou en arrivant à faire quelque chose de nouveau, alors que pourtant... Des bons loups-garous, on n'en a pas eu beaucoup au cinéma. Hein. Non, puis on a l'impression que le terrain était tellement défriché dans tous les sens que voilà, c'est... Pas grand-chose à faire des loups-garous, quoi. C'est vrai. Et puis, accessoirement, moi je trouve que pour l'instant, c'est un des meilleurs films fantastiques que j'ai vu cette année, et il y a des grandes chances que ça reste un des meilleurs films fantastiques de l'année. Donc, il n'y a pas grand-chose en face. Je réfléchissais, je vois pas trop de films fantastiques qui m'ont marqué. Il y a eu des films d'horreur un petit peu. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé le film de zombies français La Nuit a dévoré le monde. J'adore La Nuit a dévoré le monde. C'est très très bien. Mais bon, voilà. Ça fait peu, voilà. Ça fait peu. Également sorti la semaine dernière, alors on passe d'un petit film brésilien à un espèce de gros machin bodybuildé américain. Il y avait Pacific Rim Uprising, la suite du film de Guillermo del Toro, réalisé par Steven S. DeKnight, donc le cinéaste hollywoodien qui a réussi à avoir un nom à faire des DTV pourraves sur RTL 9, moi je trouve. C'est vraiment Steven S. DeKnight, tu t'attends à ce que le mec fasse genre le dernier Nicolas Cage, tu vois. Ouais, mais c'est son premier long métrage, quoi. C'est la première fois qu'on lui propose un truc comme ça. Et, bon, et tout de suite, il s'est retrouvé avec un budget pharaonique pour faire un énorme film. Il en a fait un film qui ressemble à un épisode de série, de toute façon. C'est ce qu'on attendait de lui, quoi. Ouais, et pas d'une série, pas d'une grosse série de luxe, hein. Non, après, moi c'est l'univers qu'a mis en place Del Toro que je trouve génial. Mais forcément, c'est pas Del Toro qui est derrière, donc on sent qu'il manque la patte, quoi. Mais après, ils n'en ont pas forcément gardé le meilleur non plus, mais voilà. C'est un divertissement de fin de soirée. C'est complètement con, mais c'est marrant. et je me dis, même si je ne crois pas une seule seconde, peut-être que le film va marcher, et puis ils vont se dire, on fait un troisième, parce que ça se termine, ils veulent faire un troisième, ils disent si ça marche, voilà. Et peut-être que sur un troisième, la Del Toro reviendra et il fera le meilleur de la trilogie. Moi, je sais pas, je vous trouve vachement clément parce que moi je suis désolé, donc je vois l'affiche,
révoltez-vous, c'est exactement ce que je vais faire. Non mais je trouve que c'est un gros bousin quoi, ce machin, c'est pas possible. J'avais dit que j'essaierais d'être plus gentil sur cette émission. Je le dis à chaque fin d'émission. Oui, mais tu vois, il se prend pas au sérieux. Ah bah encore heureux, il manquerait plus que ça. Non, mais quand il y a quelques mois, on a eu le dernier Transformers qui était plus possible là, qui fait toujours la même chose, mais même Michael Bay, on sent qu'il est fatigué sur Transformers. Là, au moins, ouais, il y a l'univers de Del Toro, c'est marrant, on voit tout venir de loin, mais... Ah bah, faut dire qu'ils nous ont ressorti le scénario de Indépendance des Résurgences de derrière les placards, enfin, du placard. C'est vrai que c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. On se retrouve avec un John Boyega. Moi, je suis désolé, mais j'arrive toujours pas à trouver où est le charisme chez cet acteur. Non, il y a ce côté petit rigolo, quoi. Oui, mais il a quand même le charisme d'une table basse, quoi. Alors, par contre, oui, mais à côté de Scott Eastwood, il est exceptionnel. Et moi j'adore. C'est-à-dire que c'est ridicule Scott Eastwood, mais film après film, qui est toujours ridiculisé par tous les autres autour de lui. C'est toujours le personnage du loser, celui qui s'en prend plein la gueule. C'est un malin parce que ses contrats, ça oblige les autres acteurs à lui rappeler qu'il est beau. C'est vrai. C'est ça. On lui rappelle une réplique sur 2 qui s'adresse à Scott Eastwood, c'est pour dire t'es quand même un beau gosse. C'est tout ce qu'il a, quoi. Et lui, il est là, petit air ténébreux, tout pourri. Non, mais je suis un acteur quand même. J'ai le charisme de papa. C'est ça. C'est bien s'il peut y croire, hein, parce que. Oui, laissons lui les espoirs. Exactement. Il est un bon running gag. À chaque fois que je le vois, je me dis ça y est, il est encore. Moi, à chaque fois que je le vois, je me dis mince, ça sent la daube. Donc c'est un peu le problème. Mais voilà, si jamais vous avez vu Pacific Rim, n'hésitez pas. #Cinewatch sur Twitter. Voilà, vous pouvez nous dire si vous avez réussi à trouver quelque chose de sauvable dans ce... Moi, j'ai l'impression de voir un naufrage dans le Pacifique, quoi, tu vois, c'est... Non, mais la réalisation est hideuse. Alors après, oui, voilà, les effets spéciaux claquent un peu, évidemment. C'est quand même plutôt bien fait au niveau Les effets spéciaux sont pas mal, mais la réalisation, il y a rien, quoi. Il y a pas un plan qui dure plus d'une demi-seconde. Les effets spéciaux sont mieux que dans Black Panther, qui est le numéro 1 au box-office, donc tu sais... Oui, ça c'est sûr. Après, non, mais faire des robots géants, ça, ils arrivent à le faire plutôt bien à chaque fois. C'est le seul intérêt des Transformers. Hein, oui, puis après, tout casser dans une ville, ils arrivent aussi. Enfin, sauf si tu t'appelles Asylum et que tu fais des trucs, des trucs tout pourris, mais sinon, bon. Mais bon, après, je trouve que c'est un peu du gâchis quand même, et on sent que voilà que c'est plus Guillermo del Toro. Quoi. Dommage de faire ça du film de del Toro. Exactement. Autre film sorti la semaine dernière, et là pour le coup, je sais que toi, ça t'a envie d'en parler. C'est Make to My Love, non, Benjamin, ce n'est pas Tomb Raider. Je ne veux pas parler de Tomb Raider, s'il te plaît, épargne-moi ça. Non, c'est Make to My Love, donc le dernier film d'Abdelatif Kechiche. On va regarder quelques images de la bande-annonce juste pour le plaisir et juste pour embêter Pierre. De Spring Breakers, quoi. Oui. Non. Il y a un talent fou sur ce film. Un travail de montage de dingue. Cette bande-annonce donne envie de partir en vacances. J'adore. Make to My Love, donc sur la musique de Sylvester. C'est ça, non mais je trouve que c'est une bande-annonce quand même assez audacieuse pour le coup. C'est une bonne pub H&M pour les maillots de bain H&M, c'est sympa. Ouais. Écoute, nous on adore. Voilà, et nous on a vu le film. Non, j'avoue, voilà. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore parce qu'il faut se trouver 3 heures de temps. Faut se trouver 3 heures, ouais. Mais de ce que je vois, de ce que je connais, je sais que de ce que je n'aime pas de Kechiche. Voilà, moi, me voir une bande de jeunes qui traînent la nuit pendant des heures ou qui zonent à la plage et qui ont l'air d'être tous à peu près plus ou moins d'une bonne vulgarité, être juste en maillot de bain, ça m'emmerde. Voilà, c'est dommage de limiter le film à ça. Je le trouve pas vulgaire en plus. Peut-être qu'ils
peut-être qu'il y a autre chose. Mais bon. De ce que, voilà, de ce que je revois. Ouais, moi j'y ai vu une espèce d'une ode à la jeunesse passionnée, à la jeunesse exaltée, à la jeunesse tout court, à la jeunesse amoureuse, à la jeunesse qui vit, quoi. La valse des désirs, en même temps des jeunes qui ne vivent qu'à travers le regard des autres, en fait, qui sont toujours... La seule chose qui compte pour eux, c'est de pécho et de faire attention à comment les autres te voient. Si tu passes pour une salope, fais gaffe. Si tu passes pour un petit tombeur ridicule, fais gaffe. Faut toujours être un petit peu entre les deux. Et je trouve que c'est même un film, sociologiquement, c'est un film intéressant. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis, moi, je sais pas, ces personnages, je suis tombé fou amoureux d'eux, de tous, je m'y suis attaché. Et honnêtement, le film fait 3 heures, j'aurais pu y rester encore 2 heures, quoi. Ah bah c'est notre chère Afsia. Bah bien sûr. Ah bah oui ça. Et la petite Céline, elle est mignonne. Mais tous, et puis ils sont tous charismatiques, Charlotte, ils sont beaux, ils sont... Charlotte, moi je suis pas fan. Ah, je sais pas, donc voilà, c'est vraiment le coup de cœur que Mektoub My Love est en salle en ce moment. Libérez 3 heures et foncez voir le dernier film d'Abdelatif Kechiche, c'est génial. Revoyez-le. Ou sinon en 3 séances différentes. Non, parce que j'aime bien. On essaie de convaincre les gens d'aller voir le film de Kechiche et on a Julien qui est là, voyez-le, revoyez-le, c'est-à-dire passez-y 24 heures s'il faut. Bien sûr, quand t'es devant, tu vois pas le temps passer. C'est vrai, ça je suis d'accord. T'as quand même la d'accord. plus belle scène d'accouchement de tous les temps, je trouve. Voilà. J'irai pas jusque-là. Pour ça attise ma curiosité. Bah voilà, je suis content, Je suis fan d'accouchement. Ouais, donc voilà, Mektoub My Love est actuellement en salle et justement parce qu'il est en salle, on peut le dire malheureusement pour l'instant il ne marche pas vraiment, il a du mal à rencontrer son public. Non, sortez-vous les doigts du cul et allez voir ça. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais ton film d'1h30, t'as forcément plus de séances. Bah voilà, c'est vrai. Ça c'est le risque. Mais oui, non mais là quand même pour le coup c'est vrai que je pense que c'est peut-être pour l'instant un des moins bons démarrages de Kechiche. Il est même pas dans le top 10 des 10 films de la semaine. Donc pour l'instant c'est très très compliqué et du coup ça me fait transition vers le box-office. Bravo. Et ça c'est beau. Rapidement, donc le box-office de la semaine pour dire que tout le monde debout, moi je l'assume, la très bonne comédie de Franck Dubosc, c'est un très chouette film, moi j'ai envie de le soutenir à fond. Pour l'instant, cette semaine, le film est en deuxième semaine, il a fait 465 000 entrées, donc il est toujours leader et il cumule désormais 1,3 million, donc je trouve que c'est une bonne réussite pour une première réalisation de Dubosc. Belle tentative de sincérité de sa part. Ça, c'est vrai qu'on sent le mec qui a envie de sortir de ce personnage de connard dans lequel il s'est lui-même enfermé, mais qui est devenu son fonds de commerce et qui veut faire du romantique. Il n'y arrive pas forcément, mais il essaye et franchement ça... Moi j'ai trouvé le film romantique, je l'ai trouvé drôle, Alexandra Lamy, je l'ai trouvé tellement moins insupportable que d'habitude. J'ai presque envie de lui donner un César de... Ah, carrément. Honnêtement, l'année prochaine, moi j'aimerais beaucoup. César du sauvetage, peut-être pas César. Quitte à donner un César du public, franchement, je préférerais que ça soit tout le monde debout parti comme c'est, Danny Boone qui va le réavoir une deuxième année consécutive, puisque La Ch'tite Famille est second avec 377 000 entrées et le film vient de passer la barre des 5 millions. Mais il est toujours derrière les touches 3, rassure-moi. Pour l'instant, il est toujours derrière les touches 3, mais je pense que je mets les deux devrait dans le panier, théoriquement. Je préfère quand même les touches 3. Moi, je préfère les tuches tout court. Je suis pro-tuche, moi. Donc, Pacific Rim, on en parlait justement à l'instant, est troisième avec 331 000 entrées. Mais non. Il devance Tomb Raider, donc 331 000 entrées en première semaine, c'est pas complètement dingue. Tomb Raider, lui, est quatrième avec 268 000 entrées. Il n'a pas une grosse promotion. Lequel, Pacific Rim ou Tomb Raider? Les deux. Quand même, Tomb Raider, on en a quand même pas mal entendu parler. Et du coup, il approche du million avec 936 000 entrées. Je suis pas certain que ce soit un énorme carton finalement, de toujours pas avoir fait le million pour Tomb Raider. J'ai l'impression que Warner l'a sorti dans une espèce de petite discrétion. Parce qu'en même temps, ils ont pas voulu le montrer à la presse, donc déjà ça a forcément pas aidé. Mais ça c'est un peu le gros problème de Warner, quand ils croiront en leur film. Pas trop y croire, mais aux États-Unis, je crois que ça a plutôt bien marché. Oui. Évidemment. Plus que ce qu'on pensait en fait. Ouais. Après, le problème c'est le film quoi. Mais bon. C'est ça. C'est quand même pas très bon. J'aime bien le premier quart d'heure. Le problème c'est qu'il y a encore 1h30 derrière. Quoi.
Ouais, c'est sûr, non, c'est malheureusement... en fait, t'aimes juste la voir à vélo, se balader dans les rues de Londres. Voilà, ouais. En fait, c'est la scène d'action la plus réussie à la fin de la... Non, mais la scène d'action réussie est dans les 10 premières minutes, donc après, à partir de là... Ouais, moi j'ai beaucoup de mal, puis je maintiens qu'Alicia Vikander n'était pas forcément le meilleur choix pour ce rôle. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord, parce que c'est comme c'est tiré des reboots des jeux vidéo. Je trouve que physiquement, elle correspondait plutôt. Mais je ne critique absolument pas ce point-là. Moi, ce qui me gêne, c'est que des actrices jeunes et athlétiques à Hollywood, il y en a des caisses, et y compris des très connues. Je comprends pas pourquoi être allé chercher la seule comédienne qui n'avait absolument rien d'athlétique, qui était au contraire, c'était une feuille, c'est un brin d'herbe, Alicia Vikander, et du coup de l'avoir fait se muscler à outrance pendant des mois et des mois pour qu'elle ressemble un minimum à une héroïne de film d'action. Résultat, on se retrouve avec une fille qui est juste hyper bodybuildée. Moi, je trouve ça juste pas joli, et je trouve ça dommage d'avoir fait ça à une actrice comme Alicia Vikander, qui en plus mérite quand même des films un peu meilleurs que. Oui, mais ça fait quelques films qu'elle se perd un peu quand même. Hein. Oui, bah je suis pas certain qu'elle se soit retrouvée avec c'est un peu le syndrome d'après Oscar, où il y a quelques acteurs ou actrices qui sont au top et puis qui tout d'un coup dégringolent. On leur fait plein de propositions plus rentables, et puis forcément tu dis oui, et puis forcément. Je vais rapidement passer sur le reste du box-office quand même pour dire que la finale, le film avec Thierry Lhermitte et Ryan Bensetti, qui est un très joli film et une très très belle réussite. Pour l'instant, on n'est que 5e avec 244 000 entrées. C'est pas énorme, et je vous encourage tous à aller voir la finale, parce que c'est vraiment un joli film réussi, très drôle. Enfin, moi je trouve ça drôle, je trouve ça émouvant, avec un très beau regard sur la maladie d'Alzheimer. C'est un film que je conseille. Et je terminerai avec Black Panther, justement, on en parlait tout à l'heure, qui en est désormais à 3,3 millions d'entrées, et qui surtout est devenu dans le monde le 3e Marvel de tous les temps. Donc là, il est en train d'aller talonner le 2e, qui je crois est Avengers l'ère d'Ultron. Donc voilà, bon, il y a peu de chances qu'il arrive premier, c'est-à-dire qu'il rattrape le premier Avengers, mais voilà, il a déjà dépassé tout ce qui est Civil War, etc. Enfin, c'est juste un phénomène monstrueux dans le monde, hein. Avec déjà 1,2 milliard de dollars. Ouais, mais c'est cette époque là où ça devient un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Tout explose, tous les 2 mois t'as un nouveau film qui va exploser le box-office. Oui, mais ce qui est dingue avec Black Panther, c'est que personne s'y attendait. Beaucoup de gens pensaient quand même que c'est un super-héros un peu moins fort que les autres en termes de notoriété. Non, pour moi, vu qu'ils ont la recette Marvel, du coup ils refont à chaque fois le même film et à chaque fois les gens y viennent. Oui. Bon, là ils sont bien appuyés sur une bonne com, qui fait que ça attire encore plus. C'est comme Wonder Woman, hein. Ils étaient juste une histoire de com au final. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais un qui était vendu comme le premier film avec une super-héroïne, ce qui n'était pas vrai. Celui-là est vendu comme le premier film avec un black, ce qui n'est pas vrai non plus. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, le précédent qu'il y a eu, c'est aussi Marvel qui l'avait fait avec Blade. Donc leur campagne, elle est un peu foireuse. Mais bon, elle est foireuse, mais en même temps, 1,2 milliard, visiblement, ils ont eu raison de raconter des bobards marketing, ça a marché. On peut faire croire ce qu'on veut. Exactement. Voilà, et juste pour l'anecdote, on a La Forme de l'eau qui suit avec 1,2 million d'entrées. Le film est un vrai succès en France. Ça fait plaisir. Oui, moi je suis pas déchaîné, mais. Si, il est quand même bien. Non, je trouve pas ça. Ça me parle de la finale, mais mais c'est très beau, c'est très beau La Forme de l'eau, mais moi je trouve quand même que c'est un petit peu une coquille vide, mais bon. On a également Hostile qui suit, qui arrive à faire son petit chemin avec 200. Tu l'aimes celui-là. Ah bon, pour moi c'est un très grand film. Et voilà, et donc Mektoub My Love qui malheureusement est très loin, donc on vous pousse à aller voir Mektoub My Love. On va marquer une toute petite pause, on se retrouve dans 5 petites secondes et on attaque les films qui sortaient aujourd'hui cette fois, et notamment un film qui était très attendu. On en parle tout de suite. Pas du tout quoi tu parles. Aujourd'hui sortait donc un film qui était assez attendu, pour ne pas dire très attendu, Ready Player One, le retour de Steven Spielberg à la science-fiction, 13 ans je crois après La Guerre des Mondes, il me semble que c'est 13 ans. 13 ?
La guerre des mondes, ça commence à dater. C'est pas loin d'être 2006. Je crois que c'est 2005. 2005. Donc voilà. L'adaptation d'un roman de Ernst Klein. Tout à fait. Voilà, qui est également donc le co-scénariste du film, comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. Voilà, donc gros film de science-fiction avec Ty Sheridan qui nous amène dans un univers virtuel baptisé l'Oasis, un univers dans lequel s'échappent les humains pour essayer d'oublier le quotidien d'un monde au bord du chaos, voire même qui a sombré dans le chaos, on peut peut-être le dire d'ailleurs. On regarde la bande-annonce et on débrief après donc de ce nouveau Spielberg qui fait beaucoup parler. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Ça envoie du lourd. Avec cette petite note de fin qui est empruntée à Retour à le futur. Ouais. J'avais jamais fait gaffe qu'elle était dans la bande-annonce, ce petit son. Donc Ready Player One, on va en parler tout de suite, film qui déchaîne un petit peu les passions quand même. Qui déchire tout simplement. Mais voilà, disons-le tout de suite. Ça envoie du lourd. C'est exceptionnel. C'est génial, ce film est fou, c'est trop bien, c'est tout. Merci voilà. Pierre Siquillier pour cette analyse brillante. On peut arrêter l'année, quoi. C'est bon, 2018 c'est fini, on passe à autre chose. Voilà, Spielberg il a tué le game, c'est fini, voilà. C'est littéralement ça, tuer le game. L'expression n'aura jamais été aussi bien choisie. Moi, je dois reconnaître quand même si je suis pas, je trouve pas le film parfait, j'ai quelques petits reproches à lui faire, mais je dois reconnaître quand même que le film commence, au bout de 20 minutes, j'avais l'impression d'avoir eu plus de cinéma que depuis 2 ans, quoi. C'était juste, mais c'est ça. Il commence à nous, il y a une scène d'action dès le début en animation, une course poursuite. La course poursuite en bagnole, voilà, qui est juste un des moments les plus monstrueux de tous sur le cul. Et là, je me suis dit, ça commence même pas pour ça. T'as déjà la scène où ils se baladent dans les piles, là où tu vois les gens à travers leur fenêtre. Déjà, je trouve ça. Voit là, d'ailleurs. Voilà, je trouve ça très intelligent. L'univers dystopique a l'air très bien. Moi, c'est un des reproches que je lui fais d'ailleurs, c'est que j'aurais aimé en voir un peu plus de cet univers-là, parce qu'il m'intéressait. Mais c'est bien aussi de garder ce mystère, de nous laisser imaginer un peu ce qu'il peut y avoir derrière. Oui, mais c'est déjà assez, je pense. Pour moi, c'est Spielberg qui fait ce qu'il a toujours su faire d'une certaine manière. Il est très bon dans la mise en scène. Et là, donc il y a la majorité du film poursuite dont on voit les images là justement. La majorité du film est donc c'est un film d'animation presque. Et avec les nouvelles technologies, avec ça,
il peut pousser encore plus loin tout ce qu'il a toujours fait. Et du coup, voilà, la scène de course-poursuite, mais il fait des mouvements, mais c'est fou, quoi. Et quand je vois les films d'action, les blockbusters que j'ai actuellement, les Marvel, les Transformers et compagnie, et Pacific, mais oui, heureusement, j'ai eu Pacific Rim avant Ready Player One, parce que sinon, il serait passé à la casse, mais voilà, non, juste, il nous en met plein les yeux, et à côté, je pense que tous les prochains blockbusters que je vais voir, je vais me dire, ouais, c'est pas mal, mais c'était pas Ready Player One, hein, donc... c'est pas faux. C'est ça, ouais. C'est visuellement une claque, ça je pense qu'il n'y a rien à... Ça, oui. Puis, tous les blockbusters, mais pour moi, ce qui est puissant, c'est qu'il ne s'attaque pas à tous les blockbusters édulcorés, c'est qu'il s'attaque essentiellement au cinéma nostalgique, au cinéma doudou, comme on dit. Il arrive et il dit, regardez, ça fait 20 ans que vous me copiez, que vous faites une mode à faire du sous-vieux Spielberg. Moi j'arrive, je fais du Spielberg neuf avec toutes mes vieilles formules. Tout ça pour dire quoi ? Que le cinéma nostalgique, c'est de la merde. Ce qui compte, c'est de tout renouveler. Et le mec, il enterre tout. Après ça, ouais, je reverrai Stranger Things et je vais rigoler. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien, Stranger Things est bien effectué, mais justement, là-dedans, il défonce, il te dit... Voilà, ce qui compte, ce n'est plus de refaire comme on faisait avant, ce n'est pas de sacraliser le vieux, c'est, vous êtes jeune, faites des trucs de jeunes. Les quatre épreuves du jeu, c'est littéralement chacun une façon de dire, on peut faire des trucs nouveaux, allez-y, faites... c'est le cinéma dont t'as toujours rêvé Spielberg, à dire aux jeunes, allez-y, quoi. Oui, ne suivez pas les règles, ne faites pas comme moi, ou plutôt faites comme moi, mais sans me copier, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est vrai que c'est drôle parce que c'est quand même c'est du cinéma de geek, du cinéma nostalgique, du cinéma d'icône, de référence, réalisé par l'une des plus grandes icônes du cinéma. Mais non, moi ce que je voulais surtout dire, c'est quand tu dis qu'effectivement c'est un film très moderne, très jeune, etc. C'est un film qui parle vraiment de l'univers des jeux vidéo, qui est construit lui-même comme un jeu vidéo. Et c'est incroyable, je trouve que ce soit un cinéaste de 72 ans qui est le mieux 71. compris. Je me semblais que c'était 72, moi. J'ai eu 71. À vérifier. Ouais. Il me semble, je trouve ça incroyable que ça soit un cinéaste donc de 71 ou 72 ans qui ait le mieux compris le fonctionnement des jeux vidéo et comment adapter un jeu vidéo au cinéma. Voilà. C'est absolument incroyable. Pour bien adapter un jeu vidéo au cinéma, il ne faut pas faire une adaptation de jeu vidéo. C'est ça. Faut adapter un livre. Peut-être pas un livre, mais faut juste. Faut adapter une bonne base, quoi. Faut juste simplement avoir une histoire en premier. Et c'est ça que je trouve merveilleux avec lui, c'est que son histoire, elle est relativement simple. Enfin, le récit, l'évolution, voilà, on l'a presque déjà vu souvent chez lui. C'est un jeune homme qui est vraiment l'anti-héros, qui va se retrouver plongé dans une aventure et confronté à plein d'obstacles. Qui va apprendre à s'émanciper au sein d'un groupe. Ça, c'est la thématique de Spielberg. C'est rien de nouveau. 71 ans, on me dit. Ah bah voilà. Un point pour toi. Donc c'est rien de nouveau, mais c'est efficace, ça marche, ça nous emmène dans un monde merveilleux. C'est prenant et pas besoin de trop en faire, pas besoin d'essayer de faussement approfondir les personnages, de leur faire un background poussé pour histoire de nous attendrir. Non, c'est là. Et quand je vois ce qu'ils ont fait avec Tomb Raider, à essayer d'en rajouter un petit peu sur le passé du personnage, je me dis mais non, mais simplifiez-vous la vie, quoi. Faites-nous une histoire simple qui marche. Qui nous emmène loin et puis ensuite vous éclatez avec le visuel. Et puis après on évoquait là cette scène de voiture de course-poursuite en bagnole, en DeLorean en l'occurrence, qui est juste monstrueuse. Non seulement c'est un pied monstre, mais en plus visuellement elle défonce. C'est ça, quoi, en termes de rythme, mais des scènes comme ça, il y en a plein dans le film. C'est un film qui est traversé de moments de cinéma absolument géniaux, quoi. La scène de danse, quoi. La scène de danse est dingue. Ouais. Il y a beaucoup de passages comme ça. Et alors on va quand même également parler des références, parce que c'est un film, c'est comme une espèce c'est comme un œuf de Pâques, le film. C'est-à-dire qu'il y a des références cachées
partout. Tous les plans. Et voilà, et c'est un film qu'on peut voir, revoir sans arrêt, justement pour s'amuser, parce que c'est aussi un jeu. En plus d'être un film, c'est aussi un jeu où on s'amuse à débusquer toutes les références. Parce qu'il va y avoir des livres entiers écrits sur image par image, toutes les références. Il y a des références qu'on ne voit même pas tellement elles sont furtives. En fait, il y en a qui sont évidentes et d'autres. Je sais pas si vous en avez comme ça des vraiment hyper cachés que vous avez remarqué. Je sais pas si c'est pour donner envie aux gens d'essayer de s'amuser à les trouver. Moi, je me suis dit, tiens, ça, je vois ce que c'est. Est-ce que tout le monde aura cette référence Voilà, c'est plus des éléments comme ça où sur une demi-seconde, on voit passer. Moi, j'ai vu passer le personnage de Beetlejuice, mais tellement furtivement que je me suis dit, tiens, j'y repensais après en fait. Il y a eu quelques secondes qui sont écoulées, je me suis dit, mais en fait, le personnage que j'ai vu, c'était ça, quoi. Mais parce que c'est peut-être la force de Spielberg, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une mode qui est, quand on veut mettre un clin d'œil dans un film, on appuie vraiment le clin d'œil, on attire bien attention, alerte rouge. Vous avez vu le clin d'œil que je suis en train de faire Spielberg, il se contrefout qu'on les remarque, ces clins d'œil. C'est-à-dire qu'il y en a, ils passent au 3e plan, etc. et tout. Si vous les captez, c'est bien. Si vous les captez pas, c'est pas grave. Ça vous empêche pas de regarder le film. On s'en fout complètement. On s'en fout. C'est ça l'intérêt du film, c'est qu'il est pas. On peut pas, d'une certaine manière, on peut ne pas dire que c'est dans la référence, parce que c'est juste quelque chose qui nourrit le décor. Oui, c'est partie de l'univers. C'est justifié par l'univers. Voilà, l'univers dit que chaque participant à l'Oasis peut choisir son avatar et peut être du coup déguisé en personnage de jeu vidéo, de manga, une référence en Batman, en Chucky, en cinéma ou autre. En Looney Tunes, en Tortue Ninja, j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire que qu'il soit là ou pas, que ça soit un personnage ou un autre, ça change rien à l'histoire, mais c'est juste que quand nous on le connaît, ça nous fait un petit peu chaud au cœur, on se dit c'est marrant de voir ça. Si on les connaît pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on arrive quand même à suivre. Ah bah oui, c'est surtout que le film reste un divertissement, les références c'est du bonus quoi. Oui, complètement. Ouais. Après il y en a qui l'appuient un petit peu plus, sur lequel ils s'amusent un peu plus. Shining, notamment. Il y a un truc super autour de Shining. C'est magnifique. Quand on va pas dire ce qu'il fait exactement parce qu'on va pas spoiler, mais quand il se lance dedans, on s'est tous un peu arrêtés en se disant ah non, il va pas faire ça. Et il le fait. Et là, on fait ah ouais, là c'est grandiose. Là, ce qui est génial, c'est que cette scène-là, il l'a fait du point de vue du seul personnage qui connaît pas Shining, histoire de dire si vous connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas un film, un film pour les cinéphiles. C'est pas grave. Vous êtes des gamins, vous connaissez pas, c'est pas grave. Vous allez vous amuser comme celui-là. Et alors, c'est ça que je trouve génial. Pour tous les fans de Retour vers le futur, il y a la DeLorean qu'on voit dans l'abondance. Il y a énormément de références très discrètes à Retour vers le futur. Vous pourrez vous amuser si vous connaissez bien la trilogie à essayer de les débusquer. Moi, il y a un plan notamment qui m'a beaucoup amusé. À un moment, un personnage qui marche, et si on regarde bien au 2e plan, derrière lui, très loin, sur un mur, il y a un poster. Et le poster, c'est le poster de campagne du maire Goldie qui essaie de se présenter dans ça, le c'est futur. quand... C'est un moment dans le film. Non, c'est quand il est chez lui en train de se changer, ça. Ah, moi, il me semblait que c'était un moment dans c'est sur son armoire quand il est en train de se changer et qui se déguise en Buckaroo Banzai. Ah, moi, je le voyais dans l'univers. Mais d'accord. Il y a aussi des petites références sonores, justement, avec notamment ce petit bruit qu'on entend dans la bande-annonce, qui accessoirement est ma sonnerie de texto sur mon téléphone depuis très longtemps, qui va revenir à la mode, du coup. Mais voilà, puis il y en a plein dans la bande-annonce. On voit très rapidement des tas de personnages. On voit Chucky, on voit... Et surtout, c'est beaucoup du cinéma, hein. C'est pas juste, il reste pas juste à son univers. Il y a beaucoup de choses de manga et de jeux vidéo récents aussi. Il nous a pas juste sorti un Pac-Man. Hein. C'est des jeux vidéo récents de Gears of War, de Warcraft. Enfin, voilà, Halo. Il y a Halo aussi. Il y a même Minecraft. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup, les gamers vont absolument s'éclater parce que non seulement c'est plein de références au jeu, mais en plus c'est un jeu, ça s'est construit comme un jeu, quoi. Il a très bien compris comment marchait le jeu, les jeux en ligne. Il a remarquablement compris comment fonctionnaient les jeux en ligne, quoi. Et visuellement, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces personnages. Ils sont pas dans un ultra réalisme. Ils sont pas non plus. Ils font pas non plus faux, mais ils sont vraiment dans un entre-deux qui rappelle beaucoup de bandes-annonces de cinématiques de jeux vidéo qu'on peut faire aujourd'hui. Et du coup, il a pris une technique qui est fabuleuse et qu'on n'a pas encore utilisé beaucoup dans le cinéma. Et le rendu est génial, quoi. C'est les personnages,
ils ont plein d'émotions alors qu'ils sont virtuels et c'est beau. Quoi. Tu vas le revoir dans 10 ans, tu vas trouver que ça a très mal vieilli. C'est fort possible, mais par contre, le film sort en IMAX 3D. Je pense que si vous avez l'occasion d'aller le voir en IMAX 3D, je ne l'ai pas encore en IMAX. Il y a moyen que ça défonce. Vraiment. Alors, côté casting, on n'en a pas parlé, mais bon, on a Ty Sheridan qui, bon, malheureusement, est pas forcément l'acteur le plus charismatique du monde, mais qui s'en sort plutôt bien. Mais justement, je trouve que ça sert le propos. Ouais, ils auraient mis une star, je trouve que ça aurait pas été bon, quoi. Là, c'est vraiment un petit con, quoi. Donc, il doit avoir quoi, 25 ans à peine, et si on regarde déjà sa filmographie, il a déjà bossé avec les meilleurs. Il a une très très belle filmographie. C'est juste que voilà, je trouve pas que voilà, c'est un acteur extrêmement brillant. On a Ben Mendelsohn qui est absolument génial, Mark Rylance qui est formidable encore une fois en créateur de ce jeu. On a la petite Olivia Cook que moi j'aime bien. Je l'aime depuis tu l'aimes d'amour je l'aime d'amour depuis Bates Motel où je trouvais déjà qu'il avait un truc en plus et elle a vraiment réussi à faire des bons choix à chaque fois intéressants dans ses c'est drôle parce que quand on la voit elle est tellement archétypale de ces jeunes actrices d'aujourd'hui qu'on a du mal à voir le truc en plus, mais... Ah non, moi je le trouve alors peut-être pas dans ce rôle mais dans la plupart des films que j'ai vus avec elle, je trouve qu'elle a ce petit élément dans son ton, dans son regard qui... Dans son plastique, c'est ça. Non, vas-y, va au bout. Non, justement, je trouve qu'elle sort du lot, quoi, de ces petites jeunes actrices qu'on pourrait oublier. Et elle a déjà fait des choix intéressants et, dans le ciné indé et là dans le grand spectacle avec Spielberg. C'est une actrice qui a du talent, de toute façon. Olivia Cook, on plaisante, mais c'est vraiment une actrice qui a... Enfin, on peut lui enfin, moi je lui souhaite un... C'est vrai qu'on a envie de la revoir, en fait. On lui souhaite elle est très attachante, surtout ça. Elle a un côté, exactement. J'ai pas regardé sur IMDb qui c'est qui faisait le méchant iRock, que je trouve être le méchant le plus drôle, enfin même le personnage le plus drôle du film. Si, c'est le... Je sais pas qui c'est qui fait ça. C'est celui qui était dans Silicon Valley, qui s'est fait virer de Silicon Valley. Celui juste la voix, c'est ça? Ouais, bah oui, parce qu'il a pas de... Oui. On voit pas ce qu'il est en réalité. Oui, ce qui aurait été très drôle d'ailleurs. Faudrait chercher si jamais. Qui est un acteur de. Il faisait du stand-up à la base et il était très drôle dans Silicon Valley, mais il s'est fait renvoyer de la dernière saison parce qu'il y a eu des histoires un petit peu de harcèlement, un peu douteuses. Lui aussi. Voilà. Ouais. Alors moi j'aimerais quand même parler peut-être un petit peu parce qu'on n'arrête pas de vanter le film et effectivement c'était un gros kiff et moi le premier j'ai pris un pied monstre à le regarder. Après je trouve pas que ce soit non plus le film absolument parfait et notamment moi un des points qui m'a un petit peu gêné c'est que l'univers est très frénétique, c'est tellement riche, c'est tellement dense, c'est tellement excitant qu'on est complètement pris dans la frénésie du truc. Que t'es blasé au bout d'une heure, quoi, presque. Non, c'est qu'il y a un moment où moi en tout cas j'ai fini par décrocher un peu en fait. J'ai comme si j'avais eu une surdose, comme si j'avais trop bien mangé et que j'étais là. J'en peux plus, je peux plus rien avaler. Et j'ai eu un peu cet effet-là. Je sais que la dernière demi-heure a été un petit peu plus rude en fait. C'est vrai qu'il y a une petite baisse de rythme après une première heure aussi frénétique. Il y a peut-être une petite baisse de rythme. Au bout d'un moment, oui, après... Je trouvais qu'il y avait quelques petits trucs pas très logiques quand même dans cette affaire. Mais oui, mais c'est pas... c'est ça qui est bien avec Spielberg. C'est un divertissement. On arrive à un moment où... Est-ce que tu te plaignais qu'il y avait des incohérences dans les Goonies? Non, mais c'est les Goonies. C'est la même chose. Tu soulèves un point qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Spielberg, alors je pense que Spielberg, pour ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer ou de l'interviewer, ou même qui ont vu des interviews, c'est quand même un cinéaste qui est d'une humilité incroyable, qui est extrêmement gentil, et qui surtout qui est toujours resté très humble, malgré le fait que c'est peut-être aujourd'hui le cinéaste le plus célèbre au monde. C'est un orec. Et du coup, quand on regarde le film, c'est bourré de références, sauf à ses films à lui. Alors que le livre en est bourré. Mais plus à lui en tant que personne, j'ai l'impression. Et à lui en tant que cinéaste. Ouais, voilà, non, c'est plus, il s'observe un peu et puis il se met un peu en scène vers la fin avec un personnage enfant et puis un personnage adulte sans trop dire. Ce que je trouve drôle, c'est que compte tenu de l'univers où on peut choisir son avatar, etc. et tout, c'était la porte ouverte pour des références à Indiana Jones, voilà. Il aurait pu en mettre des tonnes. Et il a eu l'humilité de rendre hommage aux autres. Après, alors que le livre en était plein, justement. C'est vrai que c'était aussi ce qui me faisait peur. C'était quand je le voyais qui était préposé à la réalisation. De toute façon, personne d'autre pouvait le réaliser à part lui. Mais donc, et je me suis dit, quand même, il y a un livre où une référence sur deux, c'est des films réalisés ou produits par Spielberg.
Et il arrive à pas trop pas Mais en faire. il le faisait déjà depuis toujours, j'ai envie de dire. Enfin, Retour vers le futur, il y a déjà des références aux Dents de la Mer. Donc, oui, mais justement, là, il l'a pas fait. Et là, je pense qu'il s'est dit. Même dans E.T., il y avait des références aux Dents de la Mer. La possibilité de faire tellement de références à d'autres choses. D'ailleurs, je veux pas spoiler, mais effectivement, il y a un endroit où une référence à E.T. aurait pu être très facilement glissable au détour d'un petit jeu vidéo. Sorti sur Atari 2600 il y a quelques années. D'accord, oui, je vois. Oui, non, mais il aurait pu, mais vu qu'il avait les droits pour faire des références à tellement d'autres choses, autant en profiter, quoi. Ça fait plaisir. Oui, non, c'est vrai que moi j'aurais bien vu un petit clin d'œil Indiana Jones, quoi, par exemple. Là où toi t'avais des réserves, moi c'est mini, on a déjà un T-Rex. C'est plus sur la fin, avec un peu la morale de fin où. Parce que finalement, l'Oasis, c'est quand même un univers dans lequel tout le monde se perd et oublie de vivre dans le monde réel. J'aurais aimé qu'il y ait un petit élément en plus qui dirait faut pas en abuser, quoi. Alors, il le dit. C'est la manière dont il le dit sur la fin, c'est un petit peu. On va de temps en temps faire des pauses, mais pour être avec sa copine ou ce genre de choses, quoi, c'est tout. Oui, mais ça participe peut-être. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que l'univers. La réalité aurait pu être un tout petit peu plus creusée, parce qu'on est beaucoup dans le virtuel, même si c'est le sujet du film. Donc, le sujet du film, c'est le cinéma. Ouais. Bon, voilà, on va peut-être enchaîner quand même parce qu'il y a mine de rien beaucoup d'autres films qui sortent cette semaine. Passer à côté, ça il y avait d'autres films. Il y a d'autres films, mais bon. Allez voir quand même Ready Player One. Ne ratez pas ça. Ouais, voilà, c'est quand même le pied, quoi. On va pas se mentir, c'est le pied. C'est le film de l'année, quoi, presque, j'ai envie de dire. Il y a des grandes chances qu'effectivement il figure dans beaucoup de top. Ce n'est pas mon film préféré de l'année, mais c'est. En tout cas, en termes de blockbuster spectacle. Je vais te dire que je préfère le Keshish. Je vais te dire que je préfère le Keshish. C'est qui propose le plus de choses visuellement. En termes de blockbuster, c'est vrai que ça va être compliqué de faire mieux cette année, comme tu disais tout à l'heure. Avengers va avoir l'air con, quoi. Grave, tellement. Ça fait plaisir d'ailleurs. On va enchaîner. On va passer carrément dans un autre univers, dans un truc qui est extrêmement différent. C'est un film qui s'appelle The Rider, qui est réalisé par Chloé Zhao. Chloé Zhao, c'était la réalisatrice qui avait fait Les chansons que mes frères m'ont apprises, ce très très beau film. The Rider a eu le Grand Prix à Deauville. C'est un film qui qui dresse le portrait d'un vrai cow-boy. Qui s'appelle Brady Gendreau, qui est interprété par ce même vrai cowboy, par Brady Gendreau lui-même, qui n'est pas du tout acteur à la base, mais voilà, elle a voulu faire un film sur lui. Au lieu de faire un documentaire sur lui, elle a fait un film de cinéma en le faisant jouer son propre rôle. Et on va regarder la bande-annonce et on vous en dit ce qu'on a pensé juste après. You know, Lo? What? It's hard not rodeoing anymore. I know it's hard, but can't you please be more careful? Do you have a resume? Any high school, GED? No. Excuse me, are you Brady Blackburn? Yeah. And my little brother right here is a huge fan. So do you work here? And your dad says you haven't been resting at all? He never listens, though. Well, where's all your money going? Fuck you, Brady. I don't need to hear your shit. Oh, good boy. You entering Waters Rodeo on the 17th? Should be ready to roll by then. Oh. No more riding, no more rodeos. You have to play the cards we're dealt. Sometimes dreams aren't meant to be. What happened to cowboy up? Grit your teeth. Be a man. I'm not gonna end up like you. Sunshine's Eve. I'll take care of you, Lo. This traveling car. I'll take care of you too. I believe God gives each of us a purpose. For a cowboy, it's to ride. I'm a gambling man. Voilà, The Rider, et je suis en train de voir un tweet en même temps
qu'on est de nouveau de retour. C'est Daniel qui dit qu'il a raté le début de Cinewatch. C'est dommage, Daniel, on vient juste de terminer la partie sur Ready Player One. Désolé, parce que je pense que ça t'aurait beaucoup intéressé. Donc The Rider Grand Prix au festival de Deauville, l'histoire, donc comme on vient de le voir, d'un cow-boy qui fait du rodéo, qui un jour fait une chute, qui se blesse gravement et qui apprend qu'il ne pourra plus remonter sur un cheval alors que c'est toute sa vie. Film que moi je trouve absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah écoute, moi ça m'avait beaucoup ému en fait, cette humilité, cette humanité dans ce personnage qui est un petit peu le contraire de ce qu'on pense d'habitude, des images de cow-boy véhiculées par un demi-siècle, même plus que ça, presque un siècle entier de western avec des personnages de gros durs hérités de John Wayne. Là c'est vraiment le personnage qui vit dans le passé puis qui va se rendre compte que la vie c'est pas un western quoi. C'est retour à la réalité, c'est l'antithèse de Ready Player One un petit peu d'une certaine façon. C'est ça. Ouais. Oui, c'est un film qui est très touchant, je trouve, qui parle de ce rêve américain du cow-boy qui veut juste être libre avec son cheval sur sa plaine comme ça et qui sait qu'il doit faire face comme tu dis, à la réalité. Pour lui, toute sa vie, c'est juste un animal, c'est juste un cheval, quoi. Mais c'est ça, et c'est beau. L'acteur qui n'est pas un acteur du coup, est très juste. Il est extraordinaire. Il est. J'ai jamais fait de cinéma et il est extraordinaire. Il dégage des émotions. Il est tout en retenue en fait. C'est ça qui est bien. Il est vraiment très très sensible et très subtil, je trouve, dans sa manière d'aborder les choses. D'ailleurs, tous les acteurs qui sont autour de lui, celui qui joue son père, c'est vraiment son père, celui qui joue sa sœur, c'est vraiment sa sœur. Ouais, c'est ça peut être un documentaire. Autiste, d'ailleurs. Mais du coup, on sent vraiment une honnêteté de la part de Chloé Zhao, quoi. Je trouve qu'elle étire un petit peu par moment, elle appuie un petit peu, mais c'est beau, ça fait du bien. C'est jamais artificiel. Moi, au-delà de ça, je trouve qu'il y a une réflexion qui est absolument magnifique, une vraie réflexion existentielle sur quand on a une vie où on vit pour quelque chose, où on est passionné par quelque chose, et surtout où on est défini par quelque chose, parce qu'en l'occurrence, ce personnage-là, il est défini par sa fonction de cow-boy. C'est un cow-boy, il a toujours été un cow-boy, c'est ce qui fait de lui un être humain. Le jour où on perd ça pour une raison X ou Y, qu'est-ce qui reste de toi, quoi. Qu'est-ce qu'on devient? Moi, ça m'a rappelé un peu un joueur de foot, une star de foot qui demain va se casser les deux jambes et qui apprend qu'il ne pourra plus jamais faire de foot. Mais qu'est-ce qu'il devient en fait? Parce que c'est toute sa vie qui vient de partir. Ça serait comme, c'est comme Doctor Strange. C'est Doctor Strange, imaginez un chirurgien quand je pense à des grands trucs philosophiques, forcément, je pense à Marvel, quoi. Non, mais je plaisante parce que j'allais en arriver à imaginer un chirurgien, un grand chirurgien, etc., qui se brise les deux mains et qui ne pourra plus jamais opérer. Qu'est-ce qu'on devient dans ces cas-là? Il faut reconstruire sa vie autrement, et le problème, c'est, toute la réflexion du film, c'est est-ce que ça vaut le coup? Je vais rebondir sur ta référence. Moi, ça me fait plus penser à la fin de Moi, Tonya, avec Margot Robbie, où on avait le personnage qui, à la fin, se retrouve dans la situation où on lui dit t'as plus le droit de patiner. Et que c'est tout ce qu'elle veut. Où elle dit mais je suis prête à faire de la prison, à faire tout ce que vous voulez, à payer, mais laissez-moi patiner, quoi. Et de se dire qu'on retire cet élément qui nous nourrit, qui nous fait vivre à quelqu'un, c'est terrible. Oui, c'est retirer ce qui lui, en l'occurrence, on lui retire ce qui le fait tenir, on lui retire ce qu'il est, en fait. Et du coup, on se retrouve face à un personnage qui se demande, à quoi je sers, en fait. À quoi je sers dans ce monde maintenant, si ma seule raison d'être, je ne l'ai plus, à quoi je sers? C'est vraiment. Et finalement, est-ce que mon truc de cow-boy, est-ce que c'était vraiment la liberté ou est-ce que je m'étais enfermé dedans, quoi? Tout à fait. C'est ça la question que je trouve intéressante. Tout à fait. Qui a osé me tweeter? Alors, c'est Daniel qui nous parle de ton t-shirt et qui dit que ton t-shirt s'accorde bien avec le micro. Bien vu, Julien. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu effectivement le micro et le chanteur. T'as vu ça un petit peu? Merci Daniel d'avoir remarqué mes efforts vestimentaires. Oui, c'est vrai que nous on n'avait pas remarqué depuis tout à l'heure. Donc j'allais dire allez voir tous Ready Player One et puis après allez voir tous The Rider. Et si vous arrivez à trouver au milieu de tout ça 3 heures, allez voir aussi Make to My Love. Oui, voilà. La grande question c'est est-ce qu'il faut aller voir Carnivore? Carnivore, c'est le premier film de l'acteur Jérémy Régnier qu'il co-réalise avec son frère Yannick Régnier, qui lui aussi est un acteur mais
pas du même standing. Voilà, c'est un espèce de thriller intimiste familial autour de 2 sœurs qui sont comédiennes. L'une a réussi, l'autre gravite dans son ombre. Voilà, c'est campé par Leila Bekti et Zita Enro, que moi j'aime beaucoup. J'adore. Actrice césarisée pour Fatima. Et dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur ce plateau pour le film La fête est finie. La fête est finie, qui est très bon film. Très bien. A été formidable mais là, dedans. Ce carnivore n'est pas une réussite. Écoute, on va déjà regarder la bande-annonce. D'accord, vas-y. Comme d'habitude. D'abord la bande-annonce, après la critique. T'as de nouveaux projets intéressants? Je vais faire le prochain film de Paul Brouzek. Y a pas un rôle pour ta sœur? Tu peux la soutenir un peu plus, Maman, non? s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. Je vais pas vous ennuyer longtemps. Temps de trouver quelque chose. Mais arrête, t'es chez toi ici. Puis avec quoi tu vas payer un loyer? Je suis contente que tu sois là. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Désolé, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Non. On va pas au parc? On restera pas longtemps. Pourquoi tu l'as emmené ici? Il voulait te voir. Une victime peut être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage? On sait jamais que vous ayez besoin de figurants. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. J'essaie de comprendre. Et comprendre quoi? Ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir? Ce que ça fait à son mec? Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler, c'est ça que vous voulez comprendre? On va faire croire que t'as vécu des choses horribles. Va te faire foutre. C'est pas ce que t'avais prévu. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien, Mona. Spoil tout le film, quoi. J'avais pas fait gaffe. Tu disais oui que la bande-annonce spoil tout le film. Et justement, en parlant de spoil, on a Daniel qui dit merci de lui avoir spoilé, moi Tonia. Rassure-toi Daniel, c'est une histoire vraie en même temps. On sait, j'allais dire on sait tous comment ça a fini. Non, mais bon. Ça gâche pas le film. Oui, ça ne gâche absolument pas le film. Carnivore. Qui veut se lancer? C'est très ennuyeux, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Il aurait pu éventuellement faire un drame familial un peu classique, plutôt efficace. Mais ils ont voulu donner des impressions un peu de thriller, un peu fantastique, dérangeant, qui servent à rien et qui vont nulle part. Du coup, oui, on s'ennuie, quoi. Le film, il dure même pas 1h30. Non, il fait 1h20. Ouais, je les ai vus, j'ai rarement vu autant le temps passer. J'ai cru que j'étais dans la salle pendant 3 jours. C'était. Ah bah honnêtement, tu regardes ça, ouais, il ne se passe rien. Bon, à l'inverse, je vais pas le défendre, mais à l'inverse, moi je pense que ce qu'il aurait gagné à être, c'est uniquement un film sur le cinéma, sur la place de cette actrice dans le cinéma, parce que je trouve la relation de ces deux sœurs avec un réalisateur qui est une espèce de connard absolu, ça chacun s'amusera à retrouver de qui il peut s'agir, plutôt que d'être ce thriller avec ces deux sœurs que je trouve inutile. Le pire, c'est que les deux cinéastes, eux, disent qu'ils n'ont pas voulu faire un film sur le cinéma. Ouais, c'est dommage, quoi. C'est le seul truc réussi de ce film. Ouais, non, moi j'aurais dit à la limite, ne faites pas du tout, dans le cinéma, parce que il y a cette manie. Je comprends pas comment les gens qui travaillent dans le cinéma, qui sont dans le cinéma, qui en font, tombent toujours dans les clichés du cinéma d'auteur chiant et voilà le film dans lequel en gros elle est amenée à travailler. On n'en voit jamais des films comme ça. De ce qu'on en voit du tournage, ça va finir dans 3 salles. Moi, j'en vois passer de temps en temps quand même dans la vie. J'essaie de les éviter, mais. Avec des propositions, on se dit, mais. Ça va où ça? Mais je t'inviterai au prévisionnement du GNCR, tu vas voir. Regarde le planning de Sophie Dulac Distribution. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait jouer dans une comédie populaire? Parce qu'elle est là, je fais travailler avec ce grand réalisateur. Moi, ce que je trouve assez drôle, c'est ils ont voulu faire un film qui est extrêmement léché, et effectivement, en termes de visuellement parlant, le film est très léché avec des beaux plans, etc. et tout. L'ennui, c'est que le film tient sur une petite idée qui l'étire pendant 1h30. Le problème, c'est que l'idée, elle est tellement mince
que concrètement, tu sais comment ça le va film se tourne à finir, vide, le quoi. C'est premier quart creux, d'heure. c'est très très creux. Et tout ça pour juste parler à demi-mot de voilà, dans une famille, il y a toujours des petites jalousies, etc. Et c'est la place qu'on essaie d'occuper dans une famille. Après, ce qui est dommage, par contre, c'est que les deux comédiennes sont absolument extraordinaires. Ouais. Léla Becti et Zita Enro sont formidables. Je pense que les deux Régnier n'ont fait ça que pour les diriger, quoi. Oui, et les deux Régnier racontent un peu leur propre histoire parce que c'est l'histoire voilà, donc de deux comédiennes, une qui a réussi, une qui a, dans la carrière décolle pas. C'est un peu leur histoire à eux. Jérémy Régnier a vu sa carrière décoller, contrairement à son frère qui a toujours été dans son nom mais qui le jalouse un peu. Donc voilà. On suppose en tout cas. On suppose. Non, ils le disent en interview. D'accord. Enfin, il l'a pas jalousé, mais il y a eu des moments où forcément il y a eu cette, voilà, cette petite. Passons à autre chose. Passons à autre chose. On va rapidement évoquer quand même les autres films qui sortent cette semaine. À commencer par Les Dents Pipi au lit, une comédie de Emmanuel Gilbert avec Arnaud Ducré et Louise Bourgoin. Voilà, tout est dit. Un célibataire endurci qui malheureusement se retrouve à devoir cohabiter en colocation avec une mère et ses deux enfants. Pourquoi est-ce que Louise, elle continue à enchaîner les comédies? Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, la précédente, L'un dans l'autre, j'avais trouvé ça très drôle et je m'étais bien marré. Et ce film-là, par contre, c'est absolument pas bon. C'est une comédie qu'elle enchaîne comme ça, mais j'aimerais la voir dans autre chose, des trucs. Mais elle faisait autre chose et justement, elle en a eu marre de faire. Elle a voulu faire un peu de comédie pour s'alléger. Voilà. On peut faire mieux, quoi. Enfin, moi, je pense qu'on peut faire mieux parce que le film est vraiment pas bon. Hein. On va pas se mentir, c'est pas drôle. Donc voilà. Ensuite, Le Collier Rouge, le nouveau film de Jean Becker. Alors Jean Becker, au cas où vous ne voyez pas qui c'est le réalisateur de L'été meurtrier. Bon bah malheureusement, entre L'été meurtrier et Le Collier Rouge, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu quelque part Jean Becker. Voilà, film bien empoulé avec. Ça s'appelle La Gériatrie. C'est ça, avec Nicolas Duvauchel, François Cluzet, sur l'histoire d'un soldat emprisonné, un juge qui vient le voir, sa femme du prisonnier qui voudrait qu'il sorte, et là, le grand mystère c'est qu'est-ce qu'il a fait pour être emprisonné. Apparemment il a insulté la nation, on ne sait pas pourquoi, et ce que j'adore dans le pitch c'est et au milieu un chien qui détient la clé du drame. Ah ouais, quand même. Voilà, j'ai eu le. Ouais, non, mais quand on voit la clé du drame, c'est absolument grandiose. On a l'impression qu'on nous raconte une parodie. Si on te raconte le film, on a l'impression qu'on est en train de te raconter une parodie de film. Et non, en fait, c'est vrai. Également, aujourd'hui au cinéma, Madame Hyde, le nouveau film de Serge Boson avec Isabelle Huppert. Alors, extraordinaire, c'est une relecture de Dr Jekyll et Mr Hyde. Isabelle Huppert est une professeure qui se retrouve foudroyée, qui développe un espèce de pouvoir étrange. En fait, en vrai, c'est une espèce de réflexion sur le système de l'éducation. Enfin, c'est chiant. Enfin, je veux pas vous. C'est juste tellement chiant. Il y a quelques bonnes idées, je trouve quand même là-dedans. Ah, moi, je trouve le cinéma de Boson, c'est toujours emmerdant, et c'est Boson, toujours bizarre. Ouais, non, mais c'est bizarre, c'est surtout un bon gros cinéaste qui se regarde bien filmé, qui se regarde le nombril. Moi, je peux pas. Je fais un rejet complet. Dès qu'il y a un film avec Huppert, de toute façon, tu rejettes. Donc. C'est pas faux, mais celui-là plus particulièrement. Également Marie-Madeleine, un biopic sur Marie-Madeleine qui a accompagné Jésus jusqu'à sa crucifixion, un nouveau film de Garth Davis qui avait réalisé Lyon, donc avec Rooney Mara et Joaquin Phoenix, mieux vaut pas dire ce qu'on en pense. Blue, le nouveau documentaire des studios Disney Nature qui nous amène cette fois-ci dans les fins fonds marins, voilà, avec de très belles images comme d'habitude. Revoyez La Petite Sirène. Cro-Blanc, l'adaptation du célèbre roman de Jack London avec les voix de Raphaël Personnaz et Virginie Efira. Pour le coup, film qui va avoir beaucoup de mal cette semaine quand même. Et enfin, Vent du Nord avec Philippe Rebaud, un film sur une usine délocalisée, enfin voilà, une espèce de drame social grisailleux comme on aime les faire en France. J'ai rien contre le film, je ne l'ai pas vu, hein, je vais pas vous mentir. Je voudrais juste rapidement évoquer deux ressorties cette semaine au cinéma. Tout d'abord, Le Bel Antonio, film de Mauro Bolognini qui était sorti en 1960 avec Claudia Cardinal et Marcello Mastroianni. Toi, je crois que c'est un film que t'adores. C'est un superbe film, c'est super beau, c'est intelligent. C'est Bolognini qui exprime tout par l'image, par la mise en scène, plus que par les mots, et qui du coup dit beaucoup de choses en sous-texte. Et dans les non-dits, c'est Mastroianni qui joue un homme qui est impuissant et qui doit faire face au regard des autres, de sa famille, de sa femme, et qui juste encaisse. C'est un très beau film de Bolognini, il faut vraiment le voir. Voilà.
Tu me l'as vendu, j'irai le voir. Bon, bah voilà, allez voir Le Bel Antonio, c'est un film où je crois qu'il y a également Pierre Brasseur et Thomas Milan, si je me trompe pas. C'est possible. Voilà, donc allez voir donc le Bel Antonio qui ressort cette semaine au cinéma. Et allez voir aussi tout ce qu'on a dit depuis le début quand même. Et moi je voudrais évoquer un autre truc, c'est une rétrospective qui démarre à compter d'aujourd'hui, c'est la rétrospective Seijun Suzuki. Grâce à Splendor Film, les films de Suzuki ressortent au cinéma. Elle passe où cette rétrospective? Ça va être dans plein de cinémas patrimoniaux, ça va tourner un petit peu dans toute la France, l'occasion de revoir des films absolument énormes tels que... C'est complètement dingue Suzuki, donc j'ai très envie de revoir quelques-uns de ses films. Exactement, c'est un cinéma complètement fou et c'est un cinéma violent, érotique. Enfin, moi il y a des films qui m'ont marqué de Suzuki comme La Marque du Tueur, La Jeunesse de la Bête, Histoire d'une prostituée. Voilà, c'est des films... Détective Bureau. C'est des films absolument brillants. On va conclure cette émission sous la pression de Benjamin qui dans mon oreillette me dit il faut terminer, j'ai compris. Voilà, allez voir Ready Player One, allez voir The Rider, allez voir tout plein de choses dont on a parlé cette semaine. Merci Pierre, merci Julien d'être venu à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis. Salut.